Il est 11h05, nous allons commencer notre webinaire sur le cahier technique de la DSN 2026, les évolutions à anticiper. Hein. Alors, qui sommes-nous? Tout d'abord, une équipe composée d'experts de la paie. Hein. Nous sommes une entreprise innovante, créée en 1919. Nous avons aujourd'hui plus de 20 collaborateurs. Nous avons une indépendance totale dans l'analyse et le contrôle de DSN et nous sommes certifiés ISO 27001. Moi-même, Alain Forêt, je suis le président de la société et cofondateur de la solution ZenDSN. Lucie Valois, qui est à côté de moi, est notre juriste paye et social et qui étudie tous les textes et qui fait toute l'analyse concernant les évolutions de la DSN, même aussi les évolutions des CRM. Alors, rapidement, qui sommes-nous? Notre raison d'être, c'est de sécuriser les entreprises en les aidant à se mettre en conformité. Hein, très important aujourd'hui. Réduire leur niveau de risque, que ce soit en termes financiers ou sociaux, puisque vous savez que la CRM de substitution, il y a des risques sociaux derrière, et d'exploiter au mieux cette super base de données qu'est la DSN pour demain pour faire du reporting social, légal, avec des données qui sont contrôlées et corrigées. Alors, les évolutions à prévoir, puisque c'est notre sujet du jour, en DSN en 2026. Tout d'abord, une évolution qui était prévue cette année, mais qui sera active en 2027. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, la DSN et la version V26 contient les éléments, mais elle sera réellement active en 2027. La DPAE, qui passe en DSN. L'objectif, c'est de l'intégration de la DPAE dans la DSN, c'est réunir dans un même flux la déclaration d'embauche et les informations contractuelles au lieu de multiplier les différents canaux qui sont DPAE et DSN. De ce fait, c'est d'améliorer la qualité d'identification des salariés, état civil, NIR, le document de santé au travail, dès l'embauche, alimenter plutôt les organismes, URSSAF, France Travail, Assurance Maladie et SPST, avec des données cohérentes, et aussi de réduire le risque d'oubli de DPAE et de faciliter l'archivage pour les employeurs. Je rajoutais attention aussi de contrôler qu'on fait bien toutes les DPAE. Hein, on verra tout à l'heure pourquoi. Ce que prévoit le cahier technique 2026 pour la DPAE. Un signalement de DPAE entièrement décrit dans la norme. Un nouveau signalement, c'est la nature dans les DSN, la nature 10, signalement DPAE, qui sera dans la structure S20. Hein, dépôt uniquement vers l'URSSAF. MSA est exclu pour l'instant dans un premier temps, tous les gens qui sont au régime MSA. Et le périmètre strict, régime général seulement. Or, certaines populations, les travailleurs temporaires aujourd'hui qui sont exclus du dispositif, et les natures de contrats qui sont autorisées, ce sont les CDI privés, les CDD privés, les CDD publics et les CDI publics et les CDD publics. On ne parle pas trop des intermittents du spectacle, mais je pense qu'ils vont être exclus aussi. Hein. Dispositif de politique publique et conventionnelle rubrique, donc S21, dans la structure S21. Certains types de dispositifs politiques publics sont interdits. Donc aujourd'hui, il y a encore des discussions sur certains dispositifs qui vont être exclus. Alors, qu'est-ce que ça va entraîner dans votre DSN? Il y a des nouvelles données DPAE qui vont rentrer du côté du contrat, dans la structure 40, pour ceux qui connaissent un petit peu les blocs. Hein. Vous avez le bloc 30 qui est le salarié et le collaborateur, et le bloc 40 qui est le contrat de travail. Donc, dans le contrat de travail, va être rajouté la date de début de contrat, devient date prévisible d'embauche maintenant, dans le cadre de la DPAE, donc une nouvelle zone qui devient la date prévisible d'embauche. Et derrière, on va rajouter maintenant le nombre de jours de période d'essai, qui sera obligatoire pour les CDI et les CDD de plus de 6 mois. Il doit refléter la période d'essai prévue au contrat de travail. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le bloc contrat, au niveau des services de paye, devra être ajouté encore pour les gestionnaires de paye les dates de période d'essai, les dates de période d'essai. Et également une donnée qui sert au DPAE, c'est l'heure prévisible d'embauche, au format qui sera en heures, minutes, d'accord, utile pour certains contrôles, URSSAF et SPST. Les valeurs de nature de contrat, de type de contrat et des dispositifs publics doivent rester cohérentes avec cette DPAE. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est ce que je préconise depuis longtemps, de plus en plus, la DSN va avoir de plus en plus d'informations
de transmission. Donc là, on rajoute quand même la date prévisible d'embauche, le nombre de jours de période d'essai et surtout l'heure prévisible d'embauche. Donc ça veut dire qu'il va falloir bien faire attention au logiciel. Alors, on a 2026 pour se préparer, donc ce n'est pas parce que ça sera actif en 2027 que je considère que comme les zones existent en 2026, je vous conseille tous de commencer à remplir ces zones et faire les outils dans les outils de logiciel pour que cette zone soit bien alimentée pour éviter que dès 2027, vous soyez pris de court. Règle de fonctionnement du signalement DPAE. Donc, il y aura un signalement de type FCTU, ça veut dire des signalements avec ses propres contraintes, un signalement, un seul individu, comme pour un AT, comme une fin de contrat, en fin de compte, pas de DPAE groupé. Donc, c'est DPAE salarié par individu, je dirais contrat par contrat. Si un individu fait l'objet de 2 contrats avec interruption, 2 signalements doivent être émis, c'est bien ce qui est écrit, et le numéro de fraction doit être à 11, message sans fraction. La DPAE doit être transmise dans les 8 jours précédant l'embauche, ni plus tôt, ni après l'embauche. Donc, je rappelle qu'il y a des pénalités à ce sujet-là qui existent depuis longtemps sur la DPAE. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'administration, par l'ADSN, va automatiser ce contrôle. Ça veut dire que je pense que l'ADSN, demain, on aura des CRM d'alerte, d'anomalies, avec éventuellement des mises en demeure en disant le prochain coup, vous aurez une pénalité, etc. Donc, attention, donc ça veut dire que ça change toute l'organisation de l'embauche qui, aujourd'hui, au niveau de la paye, je dirais souvent, on n'était pas trop concerné tout de suite par l'embauche. On faisait le contrat, on saisissait le contrat dans la paye, peut-être un petit peu avant, mais pas réellement avant l'embauche. En cas de correction, ça sera toujours le principe d'une annule et remplace et interprété par une nouvelle DPAE. L'employeur doit donc veiller à la cohérence entre la DPAE envoyée en DSN, employé, et la DSN mensuelle qui suivra. Ça veut dire, attention, il va y avoir donc un flux de FCTU, comme les FCTU, de signalement, mais il faudra faire attention qu'en DSN mensuel, tout suit bien correctement avec les éléments. Donc, vous voyez, une complication supplémentaire au niveau de la DSN concernant la DPAE qui va nous arriver en activité en 2027. Alors, le SPST, tout à l'heure, je n'ai pas dit ce que c'était, c'est le service de prévention et de santé au travail. Donc, la DPAE doit intégrer l'identifiant SPST. Pour cela, vous voyez, on vous donnera le support. Vous avez un petit lien qui est marqué le référentiel utilisé. Si vous cliquez dessus, si je le fais, l'exemple, je clique, je fais un contrôle entrée. Ah, non, ça n'a pas marché. Donc, je ne vous refais pas la manip. On va éviter de faire. Donc, vous cliquez dessus, on vous donnera le petit principe. Ça vous donnera la liste du référentiel utilisé. Donc, ce lien SPST aider la DPAE permet d'identifier le bon service de santé. Donc, il faudra maintenant bien les bons codes de santé mettre dans la DPAE qui sera reporté dans des dossiers et de déclencher plus facilement les actions de prévention en cas d'arrêt rapide de la santé au travail, en fin de compte. Le référentiel utilisé, donc je vous dirai, dans le lien, vous aurez le référentiel qui vous dira pour chaque département les codes, on rappellera, et spécifique, souvent nommé SST DPAE, code éditeur, distingue de certains référentiels SPST utilisés en DSN mensuel. Alors, la DPAE, PAS et CRM, ce qu'il faut bien comprendre, c'est contrairement au signalement, la DPAE ne récupère pas le PAS, taux et éventuellement option, d'accord? Le PAS sera récupéré après l'embauche via le signalement d'amorçage, par un signalement d'amorçage. Et suite à la DPAE, les organismes reçoivent un nouveau CRM qui sera un CRM 126 et le CRM identité qui est actuellement le 121 visant à fiabiliser l'état civil et l'identifiant du salarié avant la première DSN. Cela renforce le rôle de la DPAE comme point d'entrée de la qualité des données en DSN. Donc, ça veut dire qu'on va de plus en plus aller vers le contrôle qu'à l'embauche, on embauche bien des salariés qui sont bien identifiés correctement au niveau de la sécurité sociale, au niveau de la CPAM. Donc, on va avoir tout le problème toujours de ces fameux NTT, etc. Je n'ai pas encore vu toutes les conséquences, mais attention aux conséquences derrière. Alors, une évolution majeure décrite en 2026, mais active en 2027. La grande subtilité, norme 2027, c'est une mise en production en 2027. Une mise à jour officielle a eu lieu en octobre 2025, confirme la mise à disposition production de la DPAE en DSN, qui est reportée au 1er janvier 2027. Ça a été une mise à jour officielle du cahier des charges et de la norme. Donc, ça a été reporté au 1er janvier 2017 parce que personne n'était prêt pour le 1er janvier 2026. Donc, ils ont accepté le report au 1er janvier 2027. Ça n'empêche pas que globalement, dans la V26 et normalement, vos logiciels de paye doivent avoir déjà prévu
cette donnée pour pouvoir commencer à l'alimenter. En 2026, les entreprises doivent donc continuer à utiliser les canaux des PAE, actuellement en portail URSSAF, l'API des PAE et les outils intégrés dans les logiciels. Les éléments des PAE dans le cahier technique 2026 sont donc à considérer comme une préconfiguration pour les éditeurs et les intégrateurs, mais aussi pour vous-même. Ça veut dire que vous devez vous intéresser que les éditeurs mettent bien à jour, comme les intégrateurs font les biens paramétrages, et faire quand même des tests sur vos DSN 2026 si l'alimentation du bloc 40 et de tous les autres sont bien alimentés. C'est très important pour éviter le saut au 1er janvier 2027. Donc, la DSN devient un vecteur central de la santé au travail. Donc, ajout de l'identifiant SPST dans le bloc 21, donc un nouvel aussi dans le bloc 21. Ajout de l'identifiant sur l'individu dans le bloc 30. Donc, vous voyez, il y a le bloc 21, le bloc 11, 21 qui va être intéressé, partie 11, bloc 11, excusez-moi. Le bloc 30 qui va être intéressé au niveau de l'individu. Et ces champs permettent d'identifier précisément les services compétents pour chaque salarié. Gestion des services médicaux, prévention de la désinsertion professionnelle. Excusez-moi. Donc, vous voyez que en plus des données qu'il y a dans les contrats concernant ce qu'on a vu avant, les heures, la date prévisible d'embauche, la période d'essai, il y a aussi dans le bloc 11, établissement, une donnée supplémentaire et dans le bloc individu, une donnée qui remet normalement le SPST, le service de prévention, suivant la table que je vous ai mis tout à l'heure, qui est le référentiel. Donc, vous voyez, il va falloir maîtriser tout ça. Alors, nous, on paye, nous qui sommes globalement de l'origine paye, ce type de choses, c'est encore nouveau quelque part pour la paye, parce que c'était plutôt de la RH, des PAE, tout ça. Donc, encore une surcharge de contrôle supplémentaire pour nos gestionnaires de paye. Alors, quel est l'impact et les risques? Une donnée qui va devenir très sensible et en contrôle. Les erreurs ou absences d'identifiants SPST peuvent entraîner des anomalies dans la transmission des arrêts. Ça va poser des problèmes dans les arrêts de travail, etc., puisque ça va être là que ça va être important d'être transmis. Des retards de traitement dans les JJ, vous voyez les risques derrière, et ce qu'on appelle des retours de contrôle sur des référentiels externes, sur des incohérences de référentiels. Ça veut dire que vous utilisez un mauvais code SPST. Il faut savoir qu'il y a plusieurs tables. Prenez le bon référentiel qu'on vous a encore remis ici, qui doit être celui-là, qui doit être renseigné dans les DSN. Il y a des référentiels, ils ont évolué. C'est un peu comme des fois les codes, certains codes qui évoluent. Donc, il faut s'assurer que chaque établissement a bien un SPST déclaré et que chaque salarié est bien rattaché à son bon SPST. Alors, attention aux mutations d'un salarié qui change d'un établissement. Est-ce que c'est toujours le même SPST? Donc, vous voyez, il y a des contrôles quand même, parce que si vous changez d'établissement, peut-être que le SPST n'est plus le même, donc il faut changer la fiche salarié, le SPST. D'accord? Le référentiel, je vous le dis, il est disponible. On vous fera le lien, la manip, et correctement la manip, mais c'est un lien. Dès que c'est souligné, c'est qu'on a un lien. Vous pourrez récupérer le fichier derrière et correctement alimenter dans le SIRH et de la paye. Il faudra s'assurer tout ça. Donc, je vais laisser la parole à Lucie, parce que je suis un grand bavard. Donc, je vais laisser un petit peu la parole à Lucie qui va vous expliquer les prochaines évolutions et je reprendrai tout à l'heure. Donc, Lucie, merci de ton intervention. Bonjour à tous. Donc, on va passer à un autre sujet. Donc, on va parler du transfert de recouvrement à l'URSSAF et à la MSA pour certaines contributions conventionnelles. Donc, comme vous le savez, certaines branches professionnelles peuvent, en plus des contributions légales, instaurer des contributions conventionnelles au dialogue social et ou à la formation professionnelle. Donc, c'est la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui a prévu la possibilité pour les branches qui le souhaitent de confier à l'URSSAF ou à la MSA le recouvrement de ces contributions, et donc au plus tôt à effet du 1er janvier 2026. Donc, à aujourd'hui, pour 2026, on sait déjà qu'il y a 7 branches professionnelles qui ont confié le recouvrement concernant le dialogue social à l'URSSAF ou à la MSA, et seulement 2 branches pour la formation professionnelle. Au niveau de la DSN, on a 2 éléments à signaler par rapport au cahier technique 2026. Donc, on a la création de nouveaux codes de cotisation dans le bloc 81. Donc, on a le 140, contribution conventionnelle au financement du dialogue social, et le 141, contribution conventionnelle à la formation professionnelle. Donc, c'est très important de bien renseigner le code IDCC de l'établissement pour la déclaration en DSN, parce que du coup, tout va découler de ce code IDCC pour le contrôle derrière des cotisations à la formation professionnelle et au dialogue social.
Donc, on va avoir des contrôles renforcés sur la cohérence des conventions et des cotisations. Donc, quelques points de vigilance. On a des nouveaux CTP dédiés dans le bloc 23, donc le 844 et le 845. Donc, ces contributions, elles sont assises sur l'assiette brute déplafonnée et il existe un référentiel URSSAF en ligne qui permet d'identifier le taux applicable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux, il peut varier en fonction de plusieurs éléments. D'abord, comme on vient de le voir, en fonction de l'IDCC de l'établissement. Donc, chaque IDCC a un taux. Et le taux peut varier également en fonction éventuellement des effectifs, de la période, mais aussi du territoire. Donc, c'est vraiment en fonction des accords qui ont été conclus. Donc, des différents contrôles croisés vont être effectués entre l'IDCC déclaré dans le bloc 20 établissement, les codes de cotisation 140-141 du bloc 81 et les CTP utilisés et les taux appliqués du bloc 23. On passe à un autre sujet, toujours le transfert du recouvrement, mais cette fois-ci pour le régime spécial RATP. Donc, on a une redéfinition des flux DSN pour les salariés RATP. Donc, depuis le 1er octobre 2025, donc ça s'est fait par étapes, le recouvrement des cotisations vieillesse pour les salariés affiliés au régime spécial RATP est confié à l'URSSAF. Donc, ça va concerner aussi bien les individus en poste dans un établissement de la RATP que les individus qui sont transférés dans une entreprise concurrente. Donc, il y a eu une première étape en octobre 2025, novembre et une dernière vague en 1er janvier 2026. Donc, comment ça va se traduire concrètement? Donc, on va avoir l'utilisation d'un code régime spécifique 135 dans la rubrique S21 G0040-020. Et le cahier technique 2026 nous précise qu'on va avoir le renommage de 2 codes de valeur potentiels en bloc 78, les codes 52 et 53. Donc, les entreprises concernées doivent bien vérifier la bonne mise en place des différents paramétrages. Autre sujet, pour l'emploi devient France Travail. Donc, on le sait depuis un petit moment. Le changement de nom, il a des impacts principalement sémantiques. Donc, dans le cahier technique 2026, ce qu'on peut observer, c'est que toutes les occurrences Pôle emploi sont remplacées par France Travail. Donc, sont concernés les libellés de l'assurance chômage dans la DSN, les exemples FCTU, les libellés des motifs de rupture et les codes AC. Et il faut souligner qu'il n'y a aucun changement de bloc ou de règle déclarative, mais par contre, on a des changements qui vont être visibles au niveau des logiciels, forcément, dans les menus ou les éditions. Et on va avoir une adaptation progressive des retours organismes. On passe maintenant à un gros sujet, on entend beaucoup parler en ce moment. Donc, les évolutions déclaratives 2026 et plus particulièrement, on va parler de la cotisation maladie et des allocations familiales. Donc, comme vous le savez sûrement, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, elle a prévu une refonte des allègements généraux de cotisation patronale en 2 étapes. Donc, en 2025, la première étape et la seconde étape en 2026, avec 2 choses. D'une part, la suppression des taux réduits des cotisations assurance maladie et allocations familiales, sauf quelques exceptions. Et de l'autre côté, la reconfiguration de la réduction générale dégressive qui devient la réduction générale dégressive unique. Donc, cette réforme des allègements généraux, elle a une conséquence, c'est qu'elle entraîne une réorganisation des déclarations DSN à compter de janvier 2026. Donc, les évolutions, elles portent sur le choix des CTP selon la situation de l'employeur vis-à-vis des dispositifs de réduction. Donc, on va avoir 3 cas qui vont devoir être distingués. Donc, les employeurs éligibles à la réduction générale, les employeurs non éligibles et les employeurs appliquant une réduction dégressive autre que la réduction générale. Donc, on va détailler tout ça sur les slides suivantes. Ce qu'il faut d'ores et déjà souligner, c'est que les taux renseignés dans les CTP et les modalités déclaratives à la maille individuelle restent inchangés. Donc, comme on a vu, 3 cas. Donc, le cas numéro 1, c'est les employeurs éligibles à la réduction générale dégressive. Donc, lorsque l'employeur est éligible à la réduction générale, et ce, quelle que soit la rémunération du salarié, il faut obligatoirement utiliser les CTP suivants. Donc, le 635 pour le complément maladie, le 430 pour l'allocation familiale, et il est interdit d'utiliser le 637 et le 437, puisque ces CTP de déduction deviennent obsolètes pour les employeurs éligibles à la réduction générale. Donc, conformément à la norme, seuls les CTP 635 et 430
permettent une écriture cohérente avec la suppression des taux réduits. Alors, quelques exemples d'entreprises qui sont toujours soumises à la réduction générale dégressive, je crois que c'est les aides à domicile, Oui, je crois, par exemple. Hein. L'ODM aussi. Il y a certains secteurs d'activité qui sont, pour l'instant, ne sont pas concernés par la nouvelle règle de réduction et qui restent toujours en réduction générale dégressive pour l'instant. Je pense que c'est temporaire, je pense. Hein, mais c'était des accords pris par branche d'activité. Ah, mais excusez-moi. Alors, le cas numéro 2, c'est les employeurs non éligibles à la réduction générale. Donc, on l'a remis ici pour rappel, mais du coup, pour eux, il n'y a pas de changement. L'employeur continue d'utiliser le CTP 635 et le 430. Il n'y a aucun changement, donc, comme je le disais, par rapport à la pratique actuelle. Il ne doit pas utiliser les CTP de déduction puisqu'il ne bénéficie d'aucune réduction de taux. Et le cas numéro 3, du coup, c'est ce qu'on parlait juste avant, les employeurs qui bénéficient d'une autre réduction dégressive. Donc, pour eux, on va continuer à appliquer les anciennes dispositions. Donc, deux cas doivent se présenter. Si la rémunération dépasse les seuils, on va utiliser les CTP 635 et 430. Et si la rémunération repasse sous les seuils, en cours d'année, pour eux, il faudra utiliser les CTP 637 et 437 pour corriger la déduction de taux. Donc, ce mécanisme d'aller-retour, il est propre au dispositif dégressif hors réduction générale. Donc, on va maintenant parler de la RGCP, donc RGDU, réduction générale dégressive unique pour 2026. Donc, comme vous le savez, hein, ça fait plusieurs années qu'on en parle dans les cahiers techniques. Donc, la fiabilisation, elle a débuté en 2025. Elle se poursuit encore cette année et l'année prochaine et en 2028 sûrement dans les prochains cahiers techniques. Donc, plusieurs évolutions sont mises en place afin de fournir à l'URSSAF les données de calcul nécessaires permettant de pouvoir recalculer et vérifier la bonne déclaration de cette réduction. Donc, l'enjeu pour les mises à jour de cette année, c'est de mieux distinguer les éléments inclus et exclus de l'assiette, clarifier l'impact des absences, du temps partiel et des forfaits et, comme toujours, fiabiliser les calculs. Donc, au niveau des évolutions techniques décrites dans la note différentielle, donc on a l'ajustement de deux codes liés aux éléments de rémunération. Donc, ces codes sont en réalité des valeurs de réserve qui ont été renommées. Donc, le 0,28 rémunération perçue hors éléments non affectés par l'absence et le 0,29 rémunération habituelle mois complet hors éléments non affectés par l'absence. Donc, pour rappel, ces éléments ils permettent de calculer et de vérifier le SMIC. L'autre point important à noter, c'est la création du code 35 dans la rubrique S21 G0054001. Donc, c'est la part des frais professionnels réintégrés dans l'assiette de contribution du fait de l'application d'une DFS. Donc, ce montant, il correspond aux seuls frais exonérés, mais réintégrés à l'assiette avant abattement en vertu de la règle de non-cumul avec la DFS qui a été largement détaillée dans le BOSS. Alors, quelque part, j'insiste sur ça. Attention, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'administration a toutes les compétences maintenant de pouvoir recalculer vos calculs de RGDU, mais même, réduction générale pour ceux qui ne seront pas encore soumis à la RGDU, parce qu'aujourd'hui, donc, l'administration, on est capable, à partir de la DSN, de recalculer la valeur du SMIC. Ça veut dire qu'on part des heures, plus on a les heures d'équivalence, les heures supplémentaires, les heures qui sont liées dans des aides à domicile qui sont liées à des facteurs différents. Et maintenant, il manquait la fameuse rémunération qui est celle qui permet de proratiser le SMIC en cas d'absence. Maintenant, dans la DSN, il y a tout ce qu'il faut. Donc, attention à ces paramétrages-là. Ces codes 28 et 29 sont très importants parce qu'ils vont générer éventuellement des anomalies et que l'administration, et qu'il est prévu en 2027, même dans les CRM, éventuellement des CRM de calcul de substitution concernant les RGPD, les RGDU mal calculés comme le RGCP. Concernant les frais professionnels, c'est aussi beaucoup une meilleure clarification pour la DSF. Il faut savoir que comme ça va permettre aussi de vraiment contrôler la DSF puisque vous avez une zone concernant le montant de l'abattement et maintenant vous aurez une zone qui permet de dire quels sont les frais qui ont été réintégrés pour faire la double comparaison entre les deux méthodes de calcul. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la DSN, il n'y a aucun obstacle maintenant à recalculer quelque part les bonnes réductions. Ce que l'on faisait déjà chez NDSN, mais ce coup-là, on va rajouter maintenant le contrôle du SMIC, puisqu'avant, on se basait sur le SMIC qui était déclaré. Maintenant, on va pouvoir contrôler que ce SMIC est bien la bonne valeur. Et c'est un des cas les plus importants dans nos écarts de calcul de réduction.
Alors, je vais reprendre la main pour poursuivre les autres évolutions. Alors, une évolution qui concerne principalement les experts comptables et les CAC, qui ont une cotisation spéciale qui est la CAVEC. La CAVEC donc, devient, fin de la déclaration bilatérale, elle bascule complètement en DSN. Ça veut dire qu'elle est désormais intégrée dans la DSN. Donc, la déclaration devient mensuelle, le paiement reste trimestriel, les anciennes procédures bilatérales et bordereaux papier doivent disparaître. Donc, ça va à partir du 1er janvier 2026, comme d'autres organismes, ça va être rentré dans la DSN et donc dans les déclaratifs, etc. Sont concernés par des blocs spécifiques, donc dans le code caisse, dans le bloc 71, le code caisse qu'avec qui va arriver, et ensuite des codes de cotisation supplémentaires dans les structures 78-81 qui vont permettre de déclarer les bases et les taux de cotisation, etc. Obligatoirement de déclarer 2 blocs 71, un pour la GIRC et un pour le CAVEC, puisque c'est 2 cotisations de retraite. Donc, ça veut dire qu'il y aura une cotisation à la GIRC-ARCO et une cotisation à la CAVEC que tout le monde connaît quand on est dans l'expertise comptable ou le GAC. Mais maintenant, ce n'est plus du papier, c'est une amélioration, mais attention au paramétrage avec éventuellement des erreurs de déclaratif. Donc, point technique, proratisation des bases plafonnées et erreurs fréquentes. Donc, toujours base attendue pour le CAVEC, c'est le code 3, bloc 78, la base déplafonnée. Donc, il y aura sûrement attention de bien vérifier tout ça. Le CTP CAVEC qui devient 144 et 145 déclare un montant, d'accord. L'assiette n'est pas apportée dans le CTP lui-même. Particularité, en début de contrat, prise en compte de la période d'affiliation et éventuellement proratisation. En fin de contrat, proratisation automatique, mais vigilance sur les contrats très courts. Aucune régularisation en DSN sur les périodes antérieures à 2026. Ces régularisations restent hors DSN. Ça veut dire que tout ce qui est régularisé sur les années avant sera toujours des régularisations manuelles, puisqu'il ne sera pas possible de faire des blocs de régule sur les années précédentes. Ça sera à partir de l'année des cotisations de l'année 2026. Montant d'une aide sociale, il évolue en 2026. Donc, poursuite du chantier engagé depuis 2023. Le cahier technique poursuit la normalisation du MNS et rajoute une chose importante, et moi je l'avais un peu suggéré depuis longtemps, rajoute du type 37 dans le bloc 54 pour la participation, l'intéressement versé immédiatement et directement par l'employeur pour éviter aussi des écarts. L'introduction du type 10 dans le bloc 58 pour les IJSS subrogés, comme ça permettra de vraiment bien contrôler le montant d'une aide sociale. Vous savez, c'est l'histoire des 20%, du contrôle des 20% qui dépend des IJSS. Ce coup-là, on pourra vraiment faire le contrôle pour voir s'il n'y a pas d'erreur de calcul du MNS. Et ajout du Conergie Carco 146 par patronale, tranche 2, pour contrôler les cotisations, les tranches 2, les cotisations. Objectif, c'est avoir un MNS plus homogène et mieux comparable entre employeurs. Et bien, c'est surtout à l'administration de contrôler, de pouvoir ajuster ses CRM de contrôle du MNS pour aussi avoir des bons contrôles de montant du calcul du montant d'une aide sociale. Alors, déclaration des IJSS subrogés. Donc, les IJSS subrogés sont un an intégrés dans le montant d'une aide sociale, mais restent exclus de la rémunération nette fiscale, ça vous le savez déjà. Donc, à partir de la norme P26, les IJSS subrogés doivent être déclarés en date de versement pour justement contrôler le montant d'une aide sociale et déclarés dans le bloc 58, éléments de calcul en net, rubrique 10 IJSS, prise en compte dans le MNS. Objectif, fiabiliser les droits sociaux, RSA, prime d'activité, et clarifier la méthodologie MNS, RNF. Donc, ça veut dire le but, c'est de contrôler aussi que les calculs de montant de dette sociale faits sur déclarant DSN, on puisse faire des automatismes et qui contrôlent bien et ne pas avoir une valeur avec ce qu'il y a actuellement en contrôle de CRM qui crée des écarts qui sont toujours justifiables à cause de ces IJSS sûrement subrogés. Donc, attention de bien aussi informer les bonnes données et de bien paramétrer vos logiciels sur les différentes rubriques qui tombent en DSN. Alors, cohérence renforcée, c'est ce que je disais. Mieux articuler le brut, net imposable, PAS et MNS. Distinction renforcée entre assiette PAS et MNS. Le MNS n'est pas une simple variation du net imposable. Des contrôles vérifiant le contrôle de cohérence entre blocs 50, 54, 58, c'est ce que je vous disais. Il va y avoir des contrôles de cohérence. Et le contrôle SIG12 est assoupli sur la datation du MNS, mais d'autres contrôles se concentrent sur la cohérence des montants. Donc, il va y avoir des contrôles, comme je vous le disais, en CRM supplémentaires. Alors, autre évolution technique, le versement de la mobilité régionale et rurale, que je crois qui a été instauré à compter du 1er juillet dans certaines… alors, je regarde Julie et Lucie de temps en temps parce que je ne connais pas toutes les dates d'application. Le nouveau dispositif n'est pas
ne pas le sous-estimer. Le FMR introduit un versement spécifique dans certaines régions, PACA, Occitanie, Bretagne, Centre, Val-de-Loire. Il y a un taux c'est un nouveau taux de mobilité, en fin de compte. Il y en avait déjà deux. Il y avait la mobilité, il y avait l'additionnel. Maintenant, il y a le troisième, le régional et rural. Demain, on nous en mettra un autre pour les métropoles, j'en sais rien. Mais bon, on n'arrête pas d'en rajouter. Donc, c'est un taux plafonné à 0,15. En DSN, il doit être bien déclaré en bloc 81 avec le code 918 versement mobilité et il est rattaché au code 57, assiette de versement mobilité au bloc 78. Les déclarations doivent être déclarées en CTP 820 dans le bloc 23, VMRR et 822 sur le taux réduit. Les entreprises doivent vérifier l'ajustement de chaque établissement via son SIRET. Donc ça, c'est des contrôles supplémentaires à faire pour voir si vous êtes bien dans cet environnement mobilité régionale. Donc, il faut savoir que c'est un contrôle que l'on effectue aussi, nous, au niveau déclaratif aujourd'hui, dès qu'on sait le SIRET, qui se fait automatiquement au niveau déclaratif chez nous. Autre évolution technique, le bloc 53, l'évolution majeure. Donc, le rattachement des jours calendaires de la période d'emploi prise en compte dans le calcul du plafond de la sécurité sociale en bloc 53. Alors, vous savez que c'est un des sujets, c'est de bien déclarer les données en bloc 53. Donc, au niveau du cahier technique 2026, le code 40 en bloc 53 ne sera plus rattaché au bloc 02 du salaire brut. Donc, ça, c'est des aspects plutôt organisationnels, mais va être rattaché directement au bloc 51 sur le code rémunération brute non plafonnée. Ça veut dire que maintenant, on va bien rattacher le nombre de jours calendaires à la rémunération brute non plafonnée. Donc, le but, c'est de contrôler, comme le faisait la GERCACO, mais comme le fait aujourd'hui les CRM pour la vieillesse, que le plafond que vous calculez avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui avec les CRM quand il y a des mutations, parce qu'on a des CRM par établissement, mais quand vous avez une mutation, le plafond, il suit la période du salarié dans l'entreprise, de vérifier que les plafonds que vous calculez sur votre paye, la base plafonnée, elle est bien calculée par rapport au nombre de jours calendaires travaillés. D'accord, le nombre de jours calendaires effectués, ça veut dire le nombre de jours calendaires hors absence non rémunérée. Le code 40 n'est pas une donnée utilisée par France Travail, donc le rattachement au code 02 n'est pas logique. Cas de régularisation 2025 devront être attachés au code 01. Ça veut dire que si on a des régularisations encore à faire sur les années précédentes, il faudra faire sur les anciens codes. Alors, c'est très technique, mais ça montre bien que ça va se compliquer de plus en plus pour tous les contrôles. Alors, autre encore évolution technique, le contrôle les contrats de valorisation de l'expérience. Donc ça, c'est des nouveaux types de contrats. Le CVE est un nouveau CDI destiné aux salariés expérimentés, créé par la loi Senior. Donc c'est surtout pour les personnes qui sont qui sont des seniors, comme moi. Il s'agit d'un CDI de droit privé qui vise à favoriser le maintien ou le retour dans l'emploi des seniors expérimentés. Le but, c'était de proposer des retours à l'emploi à des gens qui sont expérimentés et qui veulent retrouver du travail, qui veulent continuer à travailler. Donc, il y a une nature de contrat qui change, 01, contrat de travail à durée déterminée, toujours de droit privé, avec une valeur, contrat de valorisation de l'expérience, donc le dispositif 08 dans le bloc 40. Point de vigilance, bien distinguer les CVE des autres CDI, c'est très important, spécifique, CDD seniors, etc. C'est une catégorie de population bien importante qui pense qu'il y aura des retours concernant l'analyse de l'égalité femmes-hommes dans vos BDES, etc. Ça sera aussi sûrement des populations à différencier dans toutes vos analyses en dehors des CDI normaux. Mettre à jour les listes déroulantes de référentiels, côté paye et DSN, et vérifier l'impact éventuel sur certaines aides ou dispositifs liés à l'âge ou à l'expérience. Donc, il y a des points de vigilance plutôt RH concernant ce nouveau type de contrat. Autre évolution technique. On a le CRM identité, qui est CRM 121, que vous devez connaître, qui, à la suite de signalement qui va être renforcé pour fiabiliser encore mieux les données civiles. Ce CRM permet d'anticiper les rejets FCTU pour éviter des rejets de fin de contrat pour les assurances chômage et de corriger des données directement dans les SI avant la paye. Donc, coupler la DPAE, DSN à partir de 2027. Donc, ça va être couplé avec la mise en place de la DPAE dans la DSN. Bon, ce CRM 121 est très important. Il faut le récupérer, le lire à tout prix et le lire parce que c'est quand même très important pour le lien des droits sociaux, en fin de compte, et aussi d'éviter des anomalies importantes.
clarification des cas complexes, mise à disposition externe d'individus de l'établissement. Donc, vous savez que dans le bloc 40, on a une possibilité de créer des contrats qui sont externes à l'entreprise, avec les codes 6 et 7 pour mettre les calculs des effectifs permanents des associations intermédiaires. Bon, dans ces cas-là, la date de naissance pour les jours et mois est inconnue. Il est désormais possible de renseigner la valeur 00 ou 999 aussi. Vous savez que souvent, on mettait 999 quand on n'avait pas le jour et le mois de naissance. Maintenant, on pourra mettre la valeur 00 qui passera. Bon, ça, c'est pas très, ça fait pas grand-chose, mais c'est une nouvelle possibilité de codification pour les gens qui n'ont pas réellement d'année de naissance, de mois et de jour de naissance, qu'on connaît l'année seulement. Donc, ça permet d'identifier ce code-là. Autre évolution technique, le CET RAFP et autres ajustements. Donc, dans le bloc 54, rajout des sommes à payer provenant d'un CET et converti en points retraite RAFP. Donc, ça, c'est un nouveau dispositif donc maintenant qui sera à signaler dans le code 54 quand il y aura des évolutions. Et nombre d'heures travaillées de dimanche ou 1er mai donnant lieu à la majoration à l'aide au poste, qui est dans les ESAT. Il y aura une nouvelle unité de mesure aussi, 41, des heures travaillées de dimanche ou le 1er mai, ESAT, concernant uniquement les salariés sous un contrat de type 70, contrat de soutien et d'aide pour le travail. C'est surtout concerné par les gens qui sont en ESAT, qu'il faudra remplir ces codes-là nouveaux dans le bloc 53. Autre évolution encore, extension aux non-salariés. Donc là, ça concerne surtout les blocs qui concernent des données concernant des non-salariés qui viennent dans l'entreprise, la déclaration de la retenue à la source de ces non-salariés et des non-résidents qui véhiculent un niveau de véhicule technique pour les revenus des individus non-salariés. Il s'agit de la situation de déclarants qui ne peuvent pas déclarer via le passereau en raison des contraintes techniques certains revenus de remplacement versés à des populations spécifiques et utilisent alors le véhicule technique de la DSN pour les déclarer. Bon. Donc, la retenue à la source des non-résidents, n'étant pas aux non-salariés via le bloc S89. Donc là, ça concerne tous ceux qui renseignent des données dans le bloc 89. Lorsque nous sommes éligibles, sont déclarés base 50, par exemple, devient obligatoire, y compris pour les non-salariés. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on renforce quelque part dans la DSN le déclaratif des gens qui ne sont pas salariés, en type salarié, pour récupérer les montants de revenus à la source. Alors, vous avez peut-être des cas, c'est des cas spécifiques que je connais peu, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, mais mes équipes connaissent bien. Autre évolution technique, alors un dossier qu'on parle depuis plusieurs années, c'est l'évolution du temps partiel thérapeutique. Bon, aujourd'hui, c'est encore en attente, en gros, ça veut dire ça, c'est maintien de la DSIG obligatoire, ça veut dire qu'on continue à faire les déclarations comme avant, d'accord, le bloc 66 temps partiel thérapeutique ne remplace pas encore le DSIG, ça veut dire que ce n'est pas encore testé correctement, bien utilisé. Les JJ à temps partiel thérapeutique ne sont pas déclenchés automatiquement via la DSN, donc l'employeur doit toujours transmettre l'attestation de salaire de la DSIG à la CPMM, même si le bloc 66 est renseigné. Bon, en gros, aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore prêt à traiter les mi-temps thérapeutiques dans la DSN correctement jusqu'au bout, jusqu'à faire tout ce qui est les calculs et les montants d'indemnité. Donc, il devient facultatif. Donc, s'il est facultatif, personne ne le renseigne trop bien. C'est dommage parce que c'est intéressant de savoir quand même qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise en mi-temps thérapeutique. Et donc, la DSIG reste obligatoire pour le versement des IJ. On ne sait pas quand est-ce que c'est reporté. Ça fait au moins 3 ans qu'on parle de ça, si ce n'est pas plus. Donc, c'est comme un peu, à un moment donné, les saisies sur salaire, on n'en entend plus parler, qui devaient être déclarées en DSN. Donc, c'est des sujets qui sont, je pense, pourtant, je ne vois pas où est le souci. Mais voilà, c'est du report. Moi, je vous conseille de renseigner quand même le bloc 66, même si ce n'est pas utilisé. Ça permet quand même au niveau, après, données de DSN et analyse pour tout ce qui est reporting à partir de la DSN, d'avoir des éléments quand même concrets. Donc aujourd'hui, la fiabilisation de la DSN en 2026, ça devient un enjeu incontournable. Vous avez bien compris que 2026 marque déjà un tournant majeur dans l'exploitation des données DSN. Les organismes renforcent les contrôles. Donc vous voyez, on rajoute des zones aussi pour renforcer les contrôles, automatiser les alertes et s'appuie de plus en plus sur les données déclarées pour le calcul des droits en temps réel. Alors,
quand je parle calcul des droits, oui, ça c'est un peu le message. On veut protéger les droits des salariés, mais on veut aussi se contrôler ce que font les entreprises pour éventuellement leur appliquer des pénalités ou des amendes ou des régularisations. Donc, la CRM de rappel, donc ça y est, monte en puissance. Hein. Donc, cette année, vous allez avoir les premières CRM de rappel en mars 2026 sur l'année 2025. Moi, je constate qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'y lisent pas toutes leurs CRM en cours d'année et qui les analysent pas, avec deux zones importantes dans la CRM de rappel. Ce sont les jours de plafond qui recalculent, avec beaucoup d'anomalies encore dans les logiciels de paye comme dans pas mal de choses de transmission de la DSN, de ces fameux jours de plafond qu'on envoie dans le bloc 53, qui fait que quelque part, il y a un recalcul par les caisses de retraite, mais maintenant aussi par l'URSSAF demain, pour recalculer la base plafonnée pour le montant vieillesse. Ils ne vont pas prendre le plafond que vous déclarez, mais recalculer ça. Et j'alerte énormément parce que c'est quelque chose qui va faire très mal, parce que moi, je constate beaucoup d'anomalies que les gens n'ont pas vues, et on va se retrouver avec une charge de travail énorme en mars, avec des CRM de rappel sur ces deux sujets-là et des blocs de régule à faire, parce que sinon, ça sera la DSN de substitution. Donc, attention, c'est important. Hein, il faut à tout prix contrôler tout ça. Donc, la DSN de substitution qui arrivera après, hein, donc je vous rappelle le mécanisme, hein, CRM de rappel, 2 mois. Si vous ne répondez pas ou vous ne bloquez pas la situation, une CRM de substitution qui concernera les CRM de rappel qui sont liés à une substitution, qui sont ces deux principaux anomalies sur le plafond. Et dans ces cas-là, générera une DSN de substitution. Ça veut dire qu'il viendra remplacer ce qui existait de déclaré avec derrière tous les problèmes concernant les cotisations pour vous-même, avec des rappels de cotisations sûrement, et aussi pour les salariés, des problèmes peut-être sociaux. Les incohérences entre les MNS identités qui vont être renforcées aussi, hein, avec les blocs de rémunération deviennent immédiatement visibles et bloquants. Alors attention, ça va aussi contrôler de plus en plus. Et les évolutions 2026, SPST, CAVEC, activité, PSS, CTP, IJSS, contribution, augmentent encore la sensibilité des flux. Donc attention, plus il y a de contrôle, plus les CRM aussi qui vont arriver les années prochaines pour 2027 seront encore beaucoup plus importants dans le contrôle. On parle de CRM, de contrôle des réductions dans les prochaines CRM de 2027. Donc, fiabiliser vos DSN n'a jamais été aussi essentiel, je le rappelle, pour éviter les anomalies. Moi, je me bats depuis 2017, puisque je faisais des audits avant, et avant d'avoir créé FiabData, ZenDSN 2019, pour insister sur comme quoi qu'il faut des outils pour contrôler. Voilà pourquoi il faut à tout prix contrôler. Les enjeux sont importants, et malheureusement, à tous les niveaux. Alors, ZenDSN, rapidement, hein, puisque le but, c'est de vous sensibiliser sur tout ce qui arrive. Nous, notre but, c'est de contrôler et automatiser les DSN en amont des envois pour correction en paye. Donc, d'utiliser notre outil de contrôle de DSN avec tout ce qu'il y a dedans pour corriger avant la validation de la paye et avant d'envoyer la DSN réelle, donc à partir d'une DSN test, pour éviter derrière des CRM. Si on n'a pas pu contrôler, nous, on sait maintenant, depuis la version qui va être mise en place lundi, on va pouvoir intégrer automatiquement toutes les CRM que vous avez par établissement. Donc, attention, multi-établissements, quand vous avez des 400, 500 établissements qu'il faut aller chercher tous les CRM. Aujourd'hui, on est capable de tout récupérer vos CRM pour les analyser et avoir une meilleure lecture pour faire des actions. Mais quand même, l'action, c'est quand même de la faire avant. Ça veut dire que dans nos contrôles, on a développé les contrôles de CRM. Et ensuite, si votre éditeur n'est pas capable de faire tous vos blocs de régule, surtout bien le bloc 53, par exemple, les jours calendaires, on est là pour sécuriser vos blocs de régule et pouvoir permettre vos blocs de régule. Et derrière, à partir du moment donné que l'on a bien maîtrisé notre DSN, qu'on a bien alimenté par des imports supplémentaires qui nous permet de mieux gérer, on peut faire tout ce que l'on veut au niveau des KPI, du reporting social, de l'égalité, de la BDES. Et aujourd'hui, je suis celui qui dit attention, aujourd'hui, on a les contrôles sur des administrations, les DSN. Demain, ça sera des contrôles sur nos KPI. Je vous rappelle que normalement, en 2027, 6 indicateurs sur 7 de l'égalité femmes-hommes seront à partir de la DSN. Donc, maîtrisez ce que vous faites dans la DSN pour ne pas avoir de problème sur votre indicateur égalité femmes-hommes. Je ne passerai pas sur tous les contrôles. Hein, vous aurez le support. Pour ceux qui nous connaissent, ils savent déjà tout ce que l'on fait. Hein, mais on contrôle beaucoup de choses et on recalcule beaucoup de cotisations. Hein. On recalcule vos cotisations de RGDU. On sera à jour, nous, dès le mois de janvier pour faire des tests sur vos calculs de réduction si vous êtes client
pour pouvoir vérifier si le paramétrage de vos nouvelles réductions sont bonnes. On aura, et votre SMIC aussi, puisqu'on a fait tous les programmes qu'il faut. Donc, je rappelle qu'on est là aussi pour corriger. Après, on utilise. Comme je vous le disais, on intègre maintenant automatiquement à partir de la version de lundi, quand on a paramétré les accès à Net Entreprise avec vos trucs, mais tout ça, on le fera progressivement avec nos clients et puis bien sûr nos futurs clients qui espérons que vous serez nos futurs clients pour intégrer toutes les CRM et faciliter cette lecture des CRM pour éviter votre CRM de rappel. Parce que j'insiste, si vous pouvez faire des blocs de régule en janvier, février, ça évitera les CRM de rappel au mois de mars. Et derrière, quelques éléments. Nous sommes aujourd'hui ISO 27001, donc nous répondons à tous les problèmes de sécurité. Les questionnaires de sécurité dans les groupes, on les connaît. C'est un des soucis qui nous fait perdre des fois des temps de mise en place, mais on est capable de répondre à tout et de répondre correctement à tous ces questionnaires. On a une conformité RGPD, on est RBRG en France. On intègre bien sûr des doubles authentifications, mais pour beaucoup de clients maintenant, de plus en plus le SSO, relié à vos réseaux. On est disponible 24 heures sur 24. Nous, on a une hotline pendant les jours ouvrés qui est disponible pour vous répondre à vos besoins, si vous avez des difficultés à analyser ou à répondre à des questions. Multi-utilisateurs, multi-établissements, multi-groupes, multi-sociétés, on n'a pas de limitation de volume. Le plus important que j'insiste, attention à des gens qui vous vendent, des éditeurs qui vous vendent des contrôles de DSN avec des arguments un peu malhonnêtes. Je rappelle que nous, on est complètement indépendants, on est très objectif, ça veut dire qu'on ne dépend pas d'un éditeur, on ne dépend pas des organismes, on applique purement la norme, les contrôles de normes, comme les CRM, on a développé la norme des CRM, on a développé la norme des DSN, et ça veut dire qu'on est complètement indépendant, et on est aussi un outil qui permet aussi d'être un outil de contradiction avec éventuellement les gens qui vous réclament, comme les caisses de retraite ou l'URSSAF, qui peut vous analyser différemment la DSN. Et donc, dans ces cas-là, soit on analyse de la même façon, et là, il y a vraiment une anomalie dans vos DSN, soit des fois, comme on le voit des fois avec les organismes de retraite, il peut y avoir, et comme tout le monde n'est pas fiable à 100%, on peut tous faire des erreurs, même l'État, même les organismes, des erreurs dans leur programme informatique qui fait que on est des vrais contradicteurs et ça permet d'évoluer tous vers notre solution, vers une garantie de bon traitement des données. Voilà, merci de votre attention. On a mis quand même presque 50 minutes pour vous présenter tout ça parce que c'est très lourd. On vous enverra rapidement le support. Vous verrez, il y a des petits liens dans les différents pages du support qui vous permet de récupérer les tables ou des textes supplémentaires. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à quelques questions. N'hésitez pas. S'il y a des questions, vas-y Cécile, si éventuellement tu peux faire le lien. Oui, merci Alain. On a pas mal de questions. Alors, d'abord, au sujet de la DPAE et du SPST, oui. Je vais les prendre dans l'ordre. On a une question de Paola qui nous demande « Bonjour, est-ce que la DSN rejettera les DPAE envoyés après embauche ?» Aujourd'hui, pour l'instant, aujourd'hui dans la DSN, ce n'est pas en 2026, c'est seulement d'informer les… En 2027, il n'y aura plus de DPAE. Vous ne pourrez plus faire les DPAE si vous n'êtes pas concerné par certaines populations. Donc, ça veut dire que ça sera la DSN qui fera foi. Donc, il n'y a pas de question. Sur 2026, moi, je vous conseille d'alimenter les zones pour vous habituer à alimenter les zones, mais il n'y aura qu'un traitement de ces zones-là par les SPST comme pour la DPAE. D'accord? Donc, aujourd'hui, ça, c'est important, c'est de remplacer en 2026. Par contre, en 2027, il n'y aura plus de papier, il n'y aura plus rien. Donc, ça veut dire que ça sera la DSN qui fera foi. Donc, attention, si c'est mal renseigné, avec toutes les conséquences que sera. J'espère avoir répondu. Une question de la part d'Audrey qui nous demande à quoi correspondent les codes des centres de médecine. Alors, les codes de centres de médecine, c'est une table qui existe. Alors, moi, je me rappelais, il y avait des S983, je ne sais plus trop quoi. C'est le code comme si vous êtes à la MNSN, je ne sais pas, c'est un code. Vous avez des centres de visite médicale, en fin de compte, de médecine du travail. C'est leur code codifiant. C'est comme le code d'URSSAF. En fin de compte, vous avez des codes URSSAF, vous avez comme des codes d'affiliation dans les affiliateurs. C'est un code, c'est une table qui existe. Allez dans le lien, vous verrez. C'est-à-dire que vous regardez votre département, vous retrouvez votre organisme et il y a un code qui s'appelle ce code-là qu'il faut mettre. Alors, je faudrait que je vous ouvre la table, mais vous verrez, il y a une lettre et des chiffres normalement. C'est ça. Oui, mais vous prenez la table, elle est accessible à partir de notre support. Vous verrez la table, donc vous recherchez votre département, puis votre code. Alors, suivant
sur quel organisme de santé que vous êtes, et vous allez avoir le code, et c'est ce code-là qu'il faut mettre dans le salarié et dans l'établissement. Normalement, c'est sur les factures. C'est sur les factures, normalement. Ils doivent l'inscrire sur leur facture. De la part de Josiane qui nous demande, sûrement par rapport au délai, comment faire lorsqu'on embauche des salariés le week-end, lorsque le personnel administratif en charge des DSN est absent? Et moi, je n'ai pas de réponse à ça. C'est tout le problème des textes aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, avant, on faisait un petit peu en retard. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans l'intermittent du spectacle, pour les gens qui faisaient dans l'intérim. Des fois, on nous appelait dans l'intérim le samedi matin pour mettre un intérimaire en urgence parce qu'il en manquait, et puis on n'avait pas de personne administrative qui est capable d'envoyer la DPAE, donc elle était partie le lundi. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à ça. Je ne sais pas comment on va admettre l'administration. Est-ce qu'ils vont admettre des délais de 48 heures? Est-ce qu'ils vont admettre que si c'est quelqu'un qui vous travaillez remplacé en urgence un dimanche par quelqu'un que vous embauchez en urgence un dimanche ou un samedi ou un jour férié, et qu'il n'y a pas de transmission, est-ce qu'ils vont accepter un délai de 48 heures demain dans les pénalités, etc. Excusez-moi, le texte, il est précis, c'est 8 jours avant et surtout pas après l'embauche. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui était dans les textes. Est-ce que ça ne va pas déclencher des pénalités systématiquement? Je suis incapable de savoir aujourd'hui. Mais moi, dans mon idée, qui suis un anticipant je crois que demain, vous allez recevoir des courriers. Alors, vous allez avoir des avertissements, et à un moment donné, on va peut-être commencer à vous faire appliquer les pénalités qui sont prévues en cas de retard de déclaration. Donc, je n'ai pas de réponse à ça. C'est réellement un souci et je le comprends parce que je sais très bien ce que c'est que ce problème-là. Mais malheureusement, on devient dans de l'administratif non compréhensible de ce qui se passe sur le terrain. Et je ne compte pas les gestionnaires de paie qui vont avoir envoyé des données qu'ils n'ont pas l'ordre d'embauche, qu'ils n'ont pas tout ça, qu'il faut qu'ils envoient une DSN d'alimentation. Donc, les périodes d'essai, réellement, le gestionnaire de paie, il a la date de fin de période d'essai quand il fait sa paie d'un salarié qui rentre en. D'accord? Donc, plein de questions de ce type qui vont réorganiser. Et moi, j'insiste, mais la DSN, aujourd'hui, c'est un vrai sujet dans les entreprises. Il faut organiser le traitement de la DSN par des services intermédiaires. Merci Alain. On a une autre question de Nathalie qui nous demande la DPAE passera en fait par une DSN événementielle. Oui, ce serait une DSN événementielle, c'est ça. Ce sera pareil, c'est le même problème comme les CTU, comme les arrêts de travail. Ce sera une événementielle, tout à fait. Voilà. Une question d'Audrey qui nous demande si la DPAE manuelle existera encore en 2027. Ah ben non. Elle existera pour ce qui n'est pas prévu d'être transmis en DSN. C'est clairement dans les textes, c'est supprimé. Alors, vous savez, entre ce qu'on nous dit et ce qui va se passer, vous savez, c'est comme les JJSS thérapeutiques. Mais à aujourd'hui, préparez-vous à dire vous ne pourrez plus en faire manuellement. Sauf pour des populations comme les intérimaires, je pense les intermittents des spectacles, certains types de contrats courts. Je pense que les saisonniers ou sûrement des contrats courts, comme on en parlait tout à l'heure, d'urgence, il y aura peut-être encore des DPAE, des cas spécifiques, mais globalement, un CDI normal, vous serez obligé de le passer par la DSN, ils refuseront le traitement actuel. Ça sera fermé. C'est ce qui est prévu. Lucie, tu me confirmes bien. Après, ça peut changer d'ici 2027. Mais d'ici 2027, vous savez, à surveiller. Mais préparez-vous. Vous savez, on n'anticipe jamais assez en France. On attend toujours la fin, puis c'est comme ça qu'après, on a des surcharges de travail avec des problèmes à traiter en urgence. Anticipons. Ce que je conseille, c'est anticipons. On le sait. Donc, anticipons. Merci Alain. Une question d'Isabelle qui nous demande bonjour, les SPST vont-elles recevoir ces informations et du coup elles pourront gérer les effectifs à facturer? Bien sûr, ça va servir à tout ça, ça va déclencher automatiquement la facturation, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vous demande de vous faire, moi je sais bien puisque je gère tout ça, vous devez déclarer vos effectifs à chaque fois. Avant, vous faites une DPAE, mais bon, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait quelqu'un de rentré, vous mettiez bien le code, mais maintenant, ça veut dire qu'ils vont être dans le signalement, ça veut dire qu'ils vont recevoir une DSN de signalement, donc ils vont savoir qu'il y a une nouvelle personne embauchée, donc ils vont vous envoyer tout de suite la facture. Ils devraient convoquer à partir de là systématiquement les salariés qui n'ont pas une visite médicale, donc vous allez tout de suite facturer vous ne pourrez pas dire j'ai trois salariés à pas facturer. Ça va déclencher. Moi, je vois très bien le déclenchement automatique des factures de médecine du travail. Qui me paraît très logique, quelque part, mais on automatise tout de plus en plus. Ça va dans le sens de ce que veut faire la DSN. C'est tout contrôlé par des robots, par
On parle d'IA, mais en gros, vous savez, c'est pas de l'IA là, mais c'est aujourd'hui, on va utiliser la DSN pour en faire plein de contrôles partout, des automatismes de facturation, de calcul, de pénalité, de redressement, de tout, etc. Faut pas rêver, hein, on est parti dans ce sens-là. Hein. Je vous l'assure, hein, j'ai assez d'expérience de travail pour vous dire qu'on y va tout droit. Et plus vite qu'on le pense, je pense. Merci Alain. On a d'autres questions. Donc cette fois concernant la RGDU, pour la réintégration des frais pro selon la DFS, c'est par société ou par salarié? Ah bah, ça sera par salarié. Bah, faut mettre chez chaque salarié tout le monde n'a pas les mêmes frais pro d'un mois sur l'autre. Donc c'est par salarié. C'est bien un bloc par salarié et par contrat même. Okay. Concernant la CVE, c'est personne qui a contrôlé la DSN. Comme il faut bien déclarer le montant d'abattement que vous avez fait, ce qui n'est pas toujours bien déclaré en DSN. Ça veut dire que nous, on fait beaucoup de rapprochements entre les rubriques de paye, puisque c'est un des contrôles que l'on fait, rubrique de paye et DSN, et on s'aperçoit que des fois, le montant de l'abattement pour DSF n'est pas envoyé en DSN. Donc, ça, aujourd'hui, s'il n'est pas envoyé, vous allez voir, ils vont vous envoyer des courriers comme quoi ils ne sont pas d'accord sur la réduction. Donc, il va falloir justifier, faire des blocs de régule pour renvoyer l'abattement. Plein de choses à contrôler dans la DSN. Aujourd'hui, on nous a parlé beaucoup de la DSN pour du contrôle déclaratif, mais maintenant, ça va permettre de contrôler votre déclaratif. Donc, si vous renseignez une erreur, c'est comme le SMIC qui va être recalculé. Si votre SMIC, il est pas le même en recalcul que celui que vous avez informé dans le bloc ou qu'on envoie le SMIC, bah, vous aurez des redressements de RGPD et RGDU. Mais évident. Merci Alain. Une autre question, cette fois-ci concernant le CVE. Si nous employons beaucoup de personnes à la retraite, il faudra ajouter ce code 83 dans la base déjà existante, ou bien cela ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés? Bah, c'est un nouveau contrat, donc c'est lié au contrat que vous avez fait avec ce salarié. Donc, si vous n'avez pas fait le contrat, il a été envoyé à l'origine sur un CDI senior ou autre chose, bah, il n'est pas concerné. C'est les contrats, depuis qu'il y a la programmation des nouveaux contrats au niveau du droit du travail, hein, c'est depuis que ces contrats, c'est que les contrats juridiquement que vous avez fait en CVE. C'est un contrat, c'est vraiment un contrat. Donc, si vous avez envoyé des CDI seniors, il n'est pas concerné par le CVE. C'est un CDI senior. Hein, donc, pour ça bien clair, c'est un contrat. Donc, si vous avez des gens comme ça, soit vous les mettez, vous arrêtez leur contrat et vous faites un nouveau contrat. Je ne suis pas un spécialiste du droit social, mais c'est lié au contrat. Donc, c'est bien l'origine contractuelle, hein, qui est déclarée. Ce n'est pas de dire je mets CVE si ce n'est pas un contrat CVE. Il y a des déclaratifs spécifiques au CVE. Merci Alain. J'ai également une question de David qui nous demande: nous appliquons la DFS en cotisant à la SS après abattement et à la GIRCARCO avant abattement. Les bases exceptionnelles ne sont déclarées qu'en présence d'abattement, puis cessent une fois le plafond de 7 600 € atteint. Pourtant, sur ces salariés, les relevés CARSAT 2021 et 2024, seules ces bases exceptionnelles apparaissent, alors que nos modalités DSN sont restées identiques. Avez-vous une explication sur cette incohérence? Bon, je pense que… Alors, il y a deux raisons. Hein. Je ne connais pas vos DSN. C'est un peu notre rôle quand on fait des contrôles de DSN. C'est est-ce qu'il ne manque pas une donnée dans votre DSN qui est mal envoyée, hein, parce qu'on croit toujours qu'on envoie tout correctement, mais il y a tellement de liens dans la DSN. C'est un problème on développe actuellement les prévoyances et mutuelles. Pourquoi? Parce qu'on a le même problème. On a bien déclaré les montants de prévoyance, on croit avoir bien déclaré l'affiliation du salarié, mais comme il y a tellement de liens qui sont compliqués par la norme, qui est liée à la norme, liée à la structure de la DSN, qui font qu'à un moment donné, un salarié cotise et puis il n'est pas affilié correctement sur son affiliation, parce que le lien se fait mal, d'accord? Pendant que l'argent a bien été envoyé au groupe de prévoyance, et puis qu'en fin de compte, s'il arrive un pépin, on dit non, il n'a pas cotisé. C'est qu'un problème de chemin de DSN. Donc je pense qu'il peut y avoir ce problème-là. Et après, comme avec les Agirc-Arrco ou comme on a nous, hein, avec les retraites, hein, il peut y avoir aussi un problème chez eux. Donc si on n'a pas contradictoire dans le calcul et dans le contrôle, ça peut être eux aussi qui font un mauvais traitement de vos données. On a, nous, des problèmes de blocs de régule sur certains organismes de retraite qui nous avouent qu'en fin de compte, ils prennent mal en compte les blocs de régule. Comment vous voulez qu'on s'en sorte? À un moment donné, ils ont qu'à corriger leur programme et analyser. Donc, vous savez, la TSN, c'est quelque chose de nouveau qu'on utilise de plus en plus, qui est complexe et avec des choses qu'il faut contradictoires. Aujourd'hui, on n'a pas de contradictoire nulle part. Hein.
Il n'y a pas personne qui retraite votre DSN pour vous dire vos RGPD, vos réductions, votre retraite ou quoi, à part de votre DSN, voilà ce qu'on trouve en calcul et pour comparer avec ce que calcule l'administration. Donc, le but, c'est d'avoir vos DSN, de contrôler s'il n'y a pas une erreur de transmission. Et à la fin, quand on voit que tout est bien transmis, là, dans ces cas-là, on demande l'explication à l'organisme qui va nous dire « mais pourquoi vous trouvez ça ?» Et puis là, on va peut-être avoir c'est eux qui analysent mal quelque chose. Mais il faut vraiment avoir une contradiction. C'est la difficulté, c'est d'être contradictoire. Et comme dans toute procédure, c'est le contradictoire qui compte. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas le contradictoire, c'est là qu'on intervient beaucoup, nous, au niveau des organismes. Parce que là, on est vraiment des contradictoires. Et ça se passe très bien avec les organismes. Ils apprécient même parce que ça les aide aussi à améliorer leur logiciel et puis éviter aussi des problèmes avec les employeurs, etc. Et comme les salariés, parce qu'à la fin, où sera la responsabilité? On n'en sait rien. Merci Alain, on en a terminé pour les questions. Je vous remercie tous. C'était un sujet compliqué, qui n'est pas facile. Les évolutions, on n'a pas fini les évolutions. Moi, j'alerte, ça va évoluer. Ça oblige beaucoup à s'organiser. On ne sait pas si tous les logiciels de paye seront bien à jour dès le 1er janvier. Donc, c'est pour ça que je renforce. N'hésitez pas à nous contacter. On a une solution pour contrôler tout ça. On est disponible. Attention, mars, n'attendez pas le mois de mars d'avoir tous vos CRM pour nous appeler parce que là, il va y avoir un problème de surcharge. Et c'est ce qu'on se constate, tout le monde va s'affoler. Moi, je commence à avoir des prospects ou des clients. En fin de compte, on s'aperçoit que les CRM, on ne les lit pas. Et moi, j'alerte. Ça fait des années que j'alerte. J'essaye d'alerter. Je ne suis pas là pour… C'est vrai que je suis une entreprise, je dois gérer. Mais moi, je m'intéresse surtout à votre pérennité, votre moins de stress, parce que le stress, il va être chez vous, dans vos équipes. Et faut arriver à défendre au-dessus sur vos encadrants, vos responsables, comme quoi avec la DSN, c'est un vrai outil à danger demain. C'est comme si on n'avait pas d'assurance sur nos exploitations, sur nos bâtiments, sur nos voitures. C'est exactement le même problème. Aujourd'hui, il faut une assurance de gens qui contrôlent, qui vous aident à contrôler vos DSN. Voilà, c'est le message que je veux faire passer, en plus de tout le reste. Merci à vous. Et je vous souhaite, si je ne vous ai pas, je vous souhaite tous de bonnes fêtes et profitez quand même de la fin d'année et profitez de cette semaine de fête pour bien entamer l'année 2026. Merci à vous tous.